Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Prise de conscience. Aujourd'hui on va parler de pourquoi l'Occident est dans une forme de bulle qui est à mon avis sur le point d'éclater. Et je vais l'aborder au travers de mon expérience personnelle, encore une fois, puisque c'est, si jamais vous ne l'avez toujours pas remarqué, c'est le propre de cette série. Donc nous en sommes déjà à l'épisode numéro 8, si je ne m'abuse. Alors, je me suis posé quand même la question plusieurs fois ces dernières années. Alors bon, ça n'a pas été un questionnement constant, Dieu merci, j'ai autre chose à faire. Mais je me suis quand même demandé pourquoi on avait tendance à penser que tout était, que tout tournait autour de la mentalité occidentale, puisque en fin de compte c'est ça. Quand bien même justement cette espèce de bien-pensance veut nous faire croire qu'ils sont humanistes, qu'ils pensent aux autres, qu'ils pensent aux pays pauvres, etc. Non, non, non. Ils pensent à eux-mêmes et se cachent derrière cela pour légitimer leurs actions et légitimer le fait de déjà se détester eux-mêmes et de détester ceux qui composent leur propre pays et leur propre civilisation. C'est un projet, hein. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas le vôtre à mon avis non plus, mais effectivement, je pense qu'on a beaucoup de raisons à tout cela, en fait. C'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois dans mes autres productions passées. Toutefois, je pensais que c'était que déjà j'ai une expérience intéressante à vous partager, puisque quand bien même elle était courte, elle était très révélatrice et a également contribué au changement de mentalité dont j'avais parlé dans le premier épisode du coup, qui s'intitule De gauche à droite, donc où j'ai exprimé mon parcours politique, enfin idéologique plutôt, et comment je suis passé d'un côté vers l'autre, de gauche vers la droite. Et c'est vrai que ce voyage-là, je ne l'ai pas évoqué parce que je pense qu'il a été tellement important qu'il mérite un épisode à part entière en fait. Donc on va commencer par ça. Faut savoir que début 2019, je vivais encore chez mes parents. Je venais d'avoir 19 ans. Non, 20 ans. Attendez, non, 20 ans, c'est ça. Vu que je suis de fin d'année. Et donc j'étais retourné chez mes parents plutôt après le service civique dans le social qui a été la première grande claque de réel. Et pour diverses raisons, dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo, puisque aujourd'hui c'est pas spécialement important, je me suis retrouvé à aller au Bénin avec eux. Alors pour ceux qui ne savent pas où ça se situe, le Bénin c'est un petit pays coincé on va dire entre le Togo et le Nigeria, c'est ça, qui a fait partie de l'empire colonial français en fait sous le nom de Dahomey. Donc c'était la République du Dahomey également. Et ça a également été un pays communiste. Alors pas pendant longtemps, pendant une quinzaine d'années il me semble. Ouais c'est ça, de fin des années 70 à 92. Mais voilà, et ça a son importance en fait dans le récit qui va suivre. Donc du coup je me suis retrouvé là-bas. Et contrairement, alors déjà, dans l'avion, donc on a pris un vol, un vol Air France, ok. Et parce que, en fait, on s'est retrouvé en première classe, non pas parce que mes parents avaient l'argent pour, loin de là vu le prix du billet, mais parce que on a eu un problème avec le premier vol. En fait, on devait aller là-bas, donc on devait partir le dimanche matin, et en se pointant à l'aéroport pour l'enregistrement, on se pointe avec nos passeports et ils nous disent oui, il faut un visa. Et en fait, nous, on avait fait toutes les démarches auparavant et on avait vu nulle part qu'il fallait un visa pour une durée de moins de 1 mois, il me semble. Et nous, on restait une semaine sur place, donc largement pas nécessaire. On avait même contacté l'ambassade du Bénin à Paris qui nous avait confirmé ça. Sauf qu'en fait, il se trouve qu'il en fallait un. Et on s'est fait recaler mais par une
par une gonzesse. Putain, mais. Alors, ok, moi je veux bien, c'est tôt le matin, il est 4 heures du mat, tu commences ta journée, t'as un boulot de merde à faire. Tu vois tout le monde qui va se barrer en vacances dans des destinations de malade, toi tu restes au sol à la gare de Strasbourg pour l'enregistrement. Mais bon, quand même, sois pas aussi frustré. Et en fait, elle a été super arrogante, etc. En nous recalant, non, 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 vous montrez pas, vous montez pas, vous montez pas, machin. Alors qu'en théorie, elle est même pas censée empêcher quelqu'un de passer une frontière. Normalement, au sens légal. C'est-à-dire que légalement, il n'y a que des forces de l'ordre, donc les douanes, ou en Europe, police et gendarmerie, puisque les douanes ont été pas abolies, mais il y en a beaucoup moins, donc ont le droit. Mais autrement, normalement, un agent, on va dire, d'une compagnie aérienne n'est pas censé le faire. Normalement, elle est censée appeler les autorités compétentes, etc. pour confirmer. Bon, après ça, par contre, je vous avouerai que c'est le bordel. Personnellement, je trouverais même ça plus logique qu'une. Je sais même pas ce que c'est le nom de ces gens-là. On va les appeler des agents d'embarquement, je pense que ça doit être ça. Je trouverais ça plus logique, ça faciliterait énormément le boulot. Enfin bon, bref, là n'est pas la question. Donc, bon, pendant un jour et demi, pardon, on a bataillé. Du coup, on est allé à droite, à gauche, on est allé chez Air France, on est allé au comptoir de l'aéroport de Strasbourg, etc. Et finalement, il se trouve que, vu que c'était. Alors, c'était pas une erreur en tant que telle de la compagnie non plus, c'était une erreur de la. de l'ambassade, excusez-moi, de l'ambassade du Bénin. Et donc, il se trouve qu'au final, on a pu partir le surlendemain. Donc on a dû aller à l'aéroport de Roissy, en banlieue parisienne, le mardi matin. Prendre notre vol, on apprend qu'on est surclassé, etc. Ok, très bien. On se retrouve en fait en première classe. Alors déjà, en fait, c'était un stéréotype. En fait, il y avait trois types de gens qui étaient là-dedans. Il y avait des journalistes, déjà. Il y avait des journalistes, alors je ne sais pas de quelle chaîne, mais où on voyait clairement que ça puait soit la Macronie, soit le Parti Socialiste, étant donné qu'il existait encore en 2019, bien qu'il était déjà très minoritaire. Et donc il y avait ce type de personnes, il y avait des bourgeois, mais des bourgeois en fait qui. On sait même pas pourquoi ils allaient là-bas. Alors, je pense qu'il y en a qui devaient avoir des business là-bas, parce que ça aussi, c'est une réalité par contre. Énormément d'Européens ont des business dans ces pays-là. Ça, c'est factuel. C'est vrai. Comme dit, j'ai pu le voir de mes yeux. Et après, il y avait un troisième type de personnes que personnellement j'ai adoré, qui étaient des hauts placés en fait de l'administration dans le pays, des hauts gradés, etc. Et c'est vrai que déjà on sentait l'arrogance, alors non pas chez ces hauts placés, non pas chez ces bourgeois, mais surtout chez ces journalistes. Ok. Parmi ces gens-là, il y en avait un de très connu. Mais on voyait le mépris en fait dans leur façon de parler aux autres. On voyait qu'ils étaient là parce que le boulot leur avait payé en fait, et pas parce que eux-mêmes s'étaient payé ce privilège-là. Et que du coup ils n'étaient pas habitués à être là-dedans. Alors je dis pas nous non plus, enfin je veux dire, moi non plus, comme dit, je viens pas d'une famille extrêmement aisée, je viens d'une famille de la classe moyenne comme beaucoup de monde dans notre pays. Mais bon, on a quand même appris à être éduqué, en fait, tout simplement. Et donc on fait notre voyage tranquillement, on arrive là-bas. Déjà en arrivant sur place, alors sincèrement j'avais énormément d'a priori sur l'Afrique et sur la mentalité que les gens pourraient avoir, parce que en fait déjà on a un énorme problème qui nous vient de l'éducation, enfin de l'éducation nationale. Pas seulement, c'est aussi à nous de nous informer bien sûr, mais l'éducation nationale n'aide pas à ça. En fait, on prend l'Afrique comme un bloc uni. On va prendre l'Afrique francophone comme un bloc uni. Sauf qu'en fait, entre le Bénin par exemple, le Togo et la Côte d'Ivoire, et le Cameroun, vous allez avoir quatre visions des Européens qui va être complètement différentes. Vous avez des pays, on va être détestés. D'autres pays, on va être adulés, on va être vus comme des rois.
D'autres pays où, bon, bah, voilà, on va être des touristes, on va être des gens comme ça, voilà. Bon, bref. Et du coup, je me suis retrouvé là-bas. Et euh, on s'est retrouvé, alors pour la première nuit, on a dû la passer dans un hôtel de Cotonou, qui est la capitale économique du pays. Et dans cet hôtel, bizarrement, il y avait que des blancs, français. Et il y avait quelques, quelques personnes du Maghreb. Mais c'est tout. Il y avait pas de locaux, à part ceux qui travaillaient dedans. Et pareil, le mépris que ces gens-là avaient, à l'égard des serveurs, à l'égard des gens qui bossaient au niveau de la piscine, à l'égard de tout ça, parce que ça allait pas assez vite pour eux, parce qu'il y avait tel truc qui était pas totalement nickel, parce que voilà, il y en avait même une, je me rappelle, une vieille, elle avait gueulé parce que son couvert était de travers. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ok, effectivement, c'était un hôtel quand même bien classé, mais il faut arrêter. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, voilà, c'est pas la mort. Bon, bref. Et en fait, en discutant avec les gens là-bas, alors déjà, il faut savoir que c'est pas un pays très touristique. Ils sont en train de développer le tourisme. Alors je vous dis ça comme dit, c'était il y a 4 ans, ça a peut-être évolué entre temps, malgré le fait qu'il y ait eu le Covid. Et parce que c'est vrai qu'il y a 4 ans, quand nous on y était, on voyait qu'il y avait énormément de travaux justement pour de la construction d'hôtels, enfin l'établissement station balnéaire en gros. Donc ils construisaient des hôtels, des grandes piscines, etc. aux frais de l'État. Et euh, il est vrai que du coup, on s'est retrouvé à nous, pour des raisons comme dit qui nous sont propres, que j'évoquerai dans une vidéo ultérieure, probablement si la situation le demande, en fait on s'est retrouvé à fréquenter des locaux, quasiment dès le début, comme dit, sauf la première nuit. Et alors déjà ils étaient super contents, parce que justement comme je vous l'ai dit, c'est pas un pays, on y va pour le tourisme. Les Européens qui vont là-bas, alors soit c'est parce qu'ils ont des membres de la famille qui vivent là-bas, soit ils ont des business à gérer, soit c'est des journalistes de gauche, soit, euh, soit ce sont par exemple, ça va être quelqu'un qui va être marié avec un local ou une locale. Et voilà, ils retournent là-bas pour voir la famille, ou ils partent là-bas en vacances, ou voilà, pour ce type de raison. Mais c'est pas un pays où vous allez aller. C'est pas le Maroc par exemple. Ou c'est pas. Je sais pas, il y a quoi comme autre pays, hein. C'est pas la Côte d'Ivoire même, parce que je sais que la Côte d'Ivoire est quand même assez. Était quand même assez prisée du moins. Aujourd'hui, je sais pas. Et c'est vrai qu'il nous disait qu'il rencontrait rarement des locaux, qu'il rencontrait rarement des gens qui venaient discuter avec eux, qui rencontraient pardon, rarement des Européens qui venaient discuter avec eux, etc. Et ils en étaient super contents. Et que, et en fait voilà, enfin du coup il s'est passé ça. Et fin de la même année, il y a eu un problème. Il y a eu, alors je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, c'était du coup fin 2019. On s'est retrouvé avec deux types, un couple de profs, deux hommes qui sont allés dans un endroit où on leur avait clairement dit de ne pas aller, ok, et bah, qui se sont fait capturer en fait par un groupe terroriste qui a demandé une rançon à l'État français, sauf que l'État français n'a pas voulu payer. Et qu'a fait l'État français? Que fait l'État français dans ce genre de cas? Ils envoient des hommes, et des hommes très très bien entraînés, des forces spéciales. Ils les ont envoyés là-bas, deux morts, de notre côté, pour sauver ces deux mecs-là, qui voulaient justement, qui voulaient, comment dire, voilà, qui voulaient aller au contact des locaux, etc. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas fait attention. Et c'est bien ce qui s'est passé du coup, c'est que ben ils se sont fait capturer et on s'est retrouvé avec deux soldats expérimentés qui en sont morts. Alors pourquoi je vous explique tout ça? C'est vrai que pour l'instant ça n'a pas énormément de sens. En fait, plus je discute avec des occidentaux qui viennent d'un peu partout, puisque comme je l'ai déjà évoqué, maintenant je vis à l'étranger et j'ai quand même cet avantage-là de vivre dans une ville où il y a vraiment de tout, qui proviennent de partout en Europe et même d'en dehors de l'Europe. Et en fait, quand je parle avec des gens qui viennent donc de pays occidentaux, ce que j'appelle comme pays occidental, c'est vraiment l'Union européenne, à l'exception éventuellement de la Hongrie et de la Slovaquie et de la République tchèque, et des Américains et des Canadiens. Euh, Il y a cette espèce d'insouciance, mais en fait tellement poussée à l'extrême,
et en même temps une espèce d'arrogance individuelle de tout savoir, d'être supérieur euh, dans la morale, d'être supérieur dans la façon de penser. Moi, on m'a quand même sorti que j'étais moins, par exemple, étant donné que je n'ai que le bac, ok, j'avoue, je n'ai que le bac en tant que diplôme d'État. Euh, on m'a quand même, alors c'était une étudiante en sociaux, je m'en souviens, qui m'a quand même sorti que j'étais moins éduqué qu'elle et donc moins enclin à parler de sujets qui concernent la société qu'elle parce que justement elle avait un. Alors c'était une licence, je crois. Ouais, c'est ça, une licence en sociaux. Je veux dire, le niveau d'arrogance là-dedans, il est quand même abusé. Et je sais que ce cas-là, donc mon cas là que j'ai rencontré là, dont je vous parle maintenant, c'est pas quelque chose d'anodin. Enfin, c'est quelque chose d'anodin, pardon. C'est quelque chose qu'on retrouve de partout, que beaucoup de monde rencontre. Et en fait, ça devient saoulant. Ça devient saoulant parce que ces gens-là, au final, rentrent dans une espèce de rhétorique victimaire, de tout le temps trouver de l'oppression partout, tout le temps savoir, tout le temps chercher. En fait, ils cherchent la merde. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est qu'ils savent qu'ils ont la loi avec eux, que de toute façon, s'ils commencent à mal vous parler, etc., que vous vous énervez et que vous faites un geste que vous ne devez pas faire, j'entends par là mettre une droite, ce qui normalement est légitime, bah en fait, c'est vous qui vous retrouvez alors pas en tôle, mais au tribunal et à payer de bonnes amendes pour défendre ce genre de personnes. Enfin, je veux dire, on arrive quand même à un niveau de bêtise tel que. Enfin, en fait, pour moi, ça me fait rire. Sincèrement, à titre individuel, ça me fait rire. Et ça me prouve également, enfin, ça me conforte dans l'idée qu'on arrive vers la fin, en fait. Tout simplement. On peut pas, on va pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Ces histoires d'oppression à outrance, de gens qui se sentent menacés partout, alors qu'il n'y a plus aucune menace en Occident. Enfin, ok, ouais, si, vous risquez peut-être en France, dans certaines régions, vous risquez de vous manger des coups de cutter, ça oui, c'est vrai. Mais je veux dire, ce qu'ils prétendent défendre, enfin, je vois même pas contre quoi ils se battent, sincèrement. Et si sincèrement vous savez contre quoi ils se battent réellement, et quand je dis ils, on sait tous de qui je parle, je parle de la bien-pensance en général. Alors je sais que c'est un mot valise qui englobe un peu tout, mais je pense que ça résume quand même très bien le type d'individu que je catégorise et que je cible. Et en fait, donc il y a cette histoire déjà de se sentir oppressé partout alors qu'il n'y a plus aucune oppression. En fait, plus on protège, plus ils se sentent oppressés. Excusez-moi, il fallait que je prenne ma respiration. Non, c'est quelque chose on ne régit pas des pays comme ça, en fait. Et c'est bien pour ça qu'il y a des pays genre la Chine, genre l'Inde, qui eux s'en battent les couilles de ce genre de trucs. Alors je dis pas que c'est des modèles, hein. Enfin si, l'Inde pour le coup ça pourrait peut-être être un modèle sur pas mal de trucs. Mais voilà, la Chine peut-être pas. Mais moi je me demande quand même pourquoi, en fait quel est le but. Tomber dans du moi-je, moi-je, moi-je permanent, bon on y est déjà, ok. Ensuite, c'est quoi la suite du coup? Culpabiliser les autres pour quelque chose qu'ils n'ont pas forcément fait, ou même qu'ils n'ont pas fait, juste parce que, pour une question de. J'en sais rien, de se sentir supérieur, de se sentir. En fait, moi, ça me. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment agaçant et que je trouve insultant, en fait, tout simplement. À titre personnel, alors, je vais rentrer dans du moi-je, moi aussi. On est là pour ça. Euh, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je suis chrétien, et je me considère comme étant luthérien. Quand bien même, je crois que je l'ai déjà dit ça aussi, je ne fasse plus partie de l'église. Parce que justement, eux-mêmes sont tombés dans ces histoires de dérive de la bien-pensance, et qui vont à l'encontre des principes fondateurs de l'église protestante en général. Mais, euh, alors, je me suis vraiment fait attaquer sur la religion, justement, parce qu'ils pensent. Parce que quand les gens percutent, notamment ce type d'individu-là, parce que je me retrouve à devoir discuter avec eux des fois, sur un coup du hasard,
ils sont pas tant offensifs que ça. Qui pourrait l'être par exemple avec un catholique ou qui pourrait l'être avec un orthodoxe. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une méconnaissance totale du sujet, puisque de toute façon ces gens-là, quand bien même ce soit les plus éduqués entre guillemets, euh, ça reste les plus stupides et les plus bornés. De toute façon ils ont aucune connaissance de leur ennemi. Et Dieu sait qu'il faut connaître son ennemi mieux que soi-même. Celle-là je suis ravi de pouvoir la placer, pour une fois. Merci Sun Tzu. Mais on m'a jamais attaqué là-dessus. On m'a jamais attaqué là-dessus jusqu'à ce que je commence à donner mes positions claires. Et là, tout de suite, bah, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de malsain, etc. C'est quelque chose de rétrograde, tout ce que vous voulez. Mais en fait, la même religion. Donc là, je parle du protestantisme, mais on peut même prendre le catholicisme, puisque ça va parler à la plus grande majorité des gens. La même religion, pratiquée par un même type de croyants. Donc la même foi. En principe, même dans le catholicisme, où tout le monde a, enfin, je vais pas dire exactement, mais je pense à 99,99999% les mêmes croyances, ce qui n'est pas le cas chez les protestants. Euh, ou du moins les mêmes façons de pratiquer la foi, c'est plutôt ça. Euh, mais qui, pour X raison, vient d'un autre type de communauté, et là je parle pas au sens religieux, et où ça se voit, et où c'est visible. Parce que c'est naturel, parce que c'est la nature qui fait que voilà. Cette personne-là, on va rarement la blâmer pour ses croyances, pour sa foi. Donc en fait, c'est pas une. Au début, moi je pensais sincèrement. Alors, quand moi je faisais encore partie de ces mouvements. Ouais, c'était même pas woke, enfin j'ai jamais réellement été woke à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les mouvements en tant que tels l'étaient déjà. Mais quand moi-même je faisais partie d'un de ces mouvements qui promouvait, ouais, je sais pas. Désolé, mon français est éclaté en ce moment. Mais qui faisait la promotion de l'athéisme et de la doctrine scientifique. Euh, à mon sens, on devait taper sur toutes les religions. Enfin, pas taper, mais enfin, voilà, vous avez compris. On devait critiquer toute religion, puisque c'est le principe de foi même qui est, euh, qui est censé être mauvais. Et l'histoire, d'ailleurs, de ces pays communistes nous l'a bien prouvé. Je viens de regarder l'Afghanistan, ils étaient. Alors, non, l'Afghanistan c'est quand même un cas à part. Eux, il me semble qu'ils défendaient quand même. Qu'ils avaient une tolérance vis-à-vis de la religion. Vous prenez l'URSS, c'était pas toléré, ils dynamitaient des églises. Et pour les autres communautés, pareil, ils les réprimaient également s'ils avaient le malheur de pratiquer. Alors qu'est-ce que c'est au final? Est-ce que c'est une réelle lutte contre l'ordre établi et contre les éléments de l'ordre établi? Ou est-ce que c'est une lutte contre un certain type de personnes dans une optique d'anéantissement? Moi, j'en sais rien, je me pose la question. Mais le pire, c'est que ça va encore plus loin. Là, récemment, il y a eu de nouvelles histoires par rapport à la guerre en Ukraine. De toute façon, ça fait plus d'1 an que ça dure. Et à mon avis, ça va encore durer un bon moment. Il y a eu une campagne, en fait, qui est une campagne de pub russe qui est sortie. Si je l'arrive à la retrouver, je vous la mets. Parce que j'ai vu qu'elle avait été censurée des réseaux occidentaux, mais je devrais pouvoir la retrouver sur Telegram. En fait, cette campagne, alors c'est vrai, d'un point de vue occidental, elle peut paraître rétrograde. C'est vrai. Parce qu'il y avait écrit devenez un homme. En fait, si vous voulez, au début, on voit un. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un vigile. Ouais, c'est ça, un vigile. Ensuite, c'est un coach sportif qui aide un type à faire du développé couché. Et ensuite, c'est un chauffeur de taxi. Et à la fin, on retrouve les trois sur le front, en uniforme, etc., bien sapés, avec des nouvelles calages, je sais plus auquel modèle ils sont, mais voilà, avec des nouvelles calages, tout ça, tout ça. Et on a des mecs qui ont probablement esquivé la conscription. Je pense qu'à l'époque où ils avaient 18-20 ans, la conscription était encore en place parce que maintenant ils doivent avoir la soixantaine. Dont un animateur bien connu qui a animé le JT
sur une chaîne payée par nos impôts et qui aujourd'hui anime l'info en continu sur une autre chaîne payée par nos impôts, qui fait 50 kilos, qui a toujours été réputé pour être à gauche, etc. Enfin bon, voilà. Vous avez l'archétype. Et en fait, c'est pareil, tous ceux qui vont nous parler de force et qui vont, comment dire, qui vont critiquer le fait que d'autres cultures fassent la promotion de la force. Que chez nous on ne le fasse pas ou plus, c'est une chose. Déjà ça, je suis pas d'accord avec personnellement. Puisqu'à mon sens, un pays fort, une civilisation forte, c'est ce qui la maintient. Mais bon, c'est l'air du temps, voilà. Ça reviendra, ça j'en suis persuadé. Mais qu'on aille critiquer les autres, moi ça me rappelle quand même un certain discours de la fin du 19e qui a légitimé la prise de contrôle de certains territoires. Je sais pas vous, tout le monde voit de quoi je parle. Euh, Donc en fait, pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, on est dans une bulle. On est persuadé que, comment dire, les frontières morales, que la morale en fait doit s'arrêter aux frontières de l'Occident, et que par-delà l'Occident, il faut appliquer la même morale. Je peux vous dire que quand j'étais au Bénin, les problématiques qui gangrènent l'Occident, enfin, quand j'en ai parlé, je peux pas parler de l'Occident en général, mais quand je parlais de ce qui se passait en France et des luttes qu'il y avait en France, les mecs étaient quand même éclatés de rire. Ils me disaient, mais putain, mais c'est quoi ça? Nous, on se demande si on arrivera à manger. Alors, pas tous, mais effectivement, dans beaucoup de cas, c'était ça. Et je me suis dit, bah oui, oui, effectivement, c'est vrai. Mais non, en fait, on a tellement plus de problèmes qu'on se les crée. Déjà, première chose. Et deuxième chose, on blâme les autres de ne pas avoir les mêmes problèmes que nous. Et on veut les importer, ces problèmes-là, et cette doctrine-là, et cette mentalité-là, etc. Et en fait, c'est un niveau d'arrogance, quelque chose de bien. Mais en plus, cette arrogance, elle est portée, comme je vous l'ai dit, par des mecs de 50 kilos et des gens et d'autres mecs qui sont sous antidépresseurs. On fait quoi avec ça, sincèrement? Moi, je pose la question. C'est tout. Je vais pas aller plus loin que ça pour l'instant. Mais de toute façon, je retraiterai le sujet plus tard. Y a pas de souci à ce niveau-là. C'est fait pour. Mais je pense que l'Occident produit suffisamment de merde chaque jour pour que voilà, j'ai une marge de manœuvre pendant très longtemps. Pendant très longtemps, ça m'inspire énormément. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve ça quand même très arrogant. Et ouais, méchant en fait, tout simplement. C'est plus que méchant, ouais. Il y a un espèce de sentiment de supériorité qui revient là. La répétition de l'histoire. Moi, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas. Comme quand j'entends que les maths sont racistes parce que 1 plus 1 égale, ça fait 2. Bon, non. Non, en fait, non. C'est juste de la logique, c'est tout. C'est ce qui nous a appris à construire des ordinateurs par lesquels, toi, Jean-Kévin, tu vas publier tes tweets de merde. De LFI, là. On est bien d'accord. Bon, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. J'ai rien à ajouter, je vous retrouverai dans la semaine normalement. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime, à me laisser un commentaire pour les suggestions, les critiques, les avis, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème, c'est là pour ça. Et je vous dis à la prochaine.